C'est un véritable coup de théâtre électoral après avoir critiqué le système Biya durant de longues années. Certains leaders politiques et anciens candidats à l'élection présidentielle en 2011 viennent d'effectuer un virage à 360 degrés. Sur la route d'Etoudi 2018, ils disent avoir choisi l'assurance tout risque, à savoir Paul Biya, 85 ans, dont 36 passés à la tête du Cameroun et encore candidat à sa propre succession. Ce soutien controversé à la candidature du président Paul Biya sème le trouble dans l'esprit de l'opinion publique nationale. Comment la fièvre électorale a-t-elle modifié l'ADN du G20 de l'opposition? Quels sont les enjeux d'une telle démarche au lendemain de l'ingérence gouvernementale dans les crises internes de certains partis de l'opposition? Dans cette arène politique où presque tous les coups sont permis, la caution de 30 millions de francs CFA a freiné les ambitions de certains candidats déclarés à l'élection présidentielle, malgré les crises sociopolitiques et sécuritaires qui secouent la République. Certains postulants, une vingtaine, ont fait acte de candidature à Elekam. À l'heure où le Cameroun se dirige vers une élection capitale, le président ivoirien Alassane Ouattara a choisi de passer la main en 2020 à une nouvelle génération de jeunes dirigeants. Ces questions constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission politique entièrement reliftée. Ici, le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses sur les problématiques majeures de la vie publique nationale et africaine. Avant de lever un coin de voile sur les experts de haut vol conviés sur ce plateau, je reçois tout d'abord Flavien Ndongo, le chroniqueur du dimanche qui signe son retour. Flavien, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les panélistes. Quel est le regard de la presse sur ces principales problématiques majeures? Comme vous le dites, en tout cas, les sujets, et pas des moindres encore cette semaine qui s'achève, dans la presse cette semaine justement, pour ce qui est de la présidentielle du 7 octobre 2018, mutation dans l'une de ses parutions, s'est intéressé justement au nom partant à la course vers Etoudi, en présentant bien entendu les visages de ceux qui dirigent les partis politiques représentatifs ou pas. Le quotidien Mutation précise qu'ils ont donc des programmes importants pour le changement attendu par les citoyens, mais n'ont pas déposé de candidature. Quelles sont les raisons du désistement? S'interroge notamment le journal. Le quotidien Infomatin, qui se pose justement la même question, semble avoir donc des esquisses de réponse. Il y a qui pense que les mutations et même les municipales devraient donc se tenir avant la présidentielle et donc pas de force humaine pour affronter la présidentielle. Et d'autres, c'est une question de moyens financiers, même si à côté de tout cela, ils soulignent que le RDPC utilise les moyens de l'État pour rester leader jusqu'ici. C'est donc la raison pour laquelle il jette l'éponge, souligne le quotidien Infomatin. Dans cette mouvance, le journal Le Messager fait savoir que Bernard Zongan, comme bien d'autres aussi, a préféré en tout cas de jeter l'éponge. Selon le quotidien, le leader de Croix au Cameroun, en abrégé CRAC, qui proposait pourtant un ambitieux projet de société, pense plutôt qu'à défaut d'avoir les moyens financiers pour se présenter à l'élection présidentielle, propose de se confier aux plus offrants qui lui permettraient donc de mettre en œuvre ses idées afin de sortir les Camerounais de la souffrance dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Voilà entre autres le traitement que la presse a réservé à ce premier sujet de droit de réponse. Et pour ce qui est du second sujet, Cédric, toujours cette semaine, la presse s'est aussi intéressée à l'annonce et surtout le dépôt de la candidature du président Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre 2018. Et du coup, donc, une odeur de grande manœuvre se dégage, pas seulement dans la presse, mais également dans les états-majors des partis politiques. Le Soir hebdomadaire n'a pas raté l'occasion et relève d'ailleurs que la région du Nord est fortement mobilisée pour plébisciter le chantre de l'auteur du renouveau national. Selon le tabloïd, c'est un engagement à œuvrer inlassablement à la brillante et massive réélection de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Le même journal, dans une autre livraison, parle notamment de l'honorable Bapoli Pot de l'Union des populations du Cameroun, qui met donc en garde tous les militants de sa formation politique qui ne voteront pas pour la réélection de Paul Biya. Le Soir hebdomadaire précise que l'honorable Bapoli Pot préserve ainsi l'alliance Union des populations du Cameroun, RDPC, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
À la suite des mouvances ou tout au moins des manœuvres, le journal Info Matin fait savoir que le soutien de l'Union des populations du Cameroun au candidat Paul Biya divise cette formation politique. Le secrétaire général d'une des factions en crise et la présidente Abiba, qui a d'ailleurs déposé son dossier de candidature pour la présidentielle, se regarde désormais en chien défaillance. C'est donc une guerre ouverte entre ceux qui veulent challenger Paul Biya et ceux qui soutiennent l'homme lion. À côté de ces situations, la presse relève qu'un groupement de partis politiques de l'opposition s'est d'ailleurs constitué pour soutenir la candidature de Paul Biya. La presse ne dit donc pas qui est justement à la manœuvre. C'est une question. C'est dès que vous parlerez également de la Côte d'Ivoire et bien entendu de ce qui intéresse sur le Camerounais, c'est-à-dire l'alternance dans ce pays. Les panélistes donneront à coup sûr leur point de vue sur l'engagement du président Alassane Dramane Ouattara. Merci Flavien Ndongo pour nous avoir rafraîchi la mémoire dans cette revue de presse dominicale. Place à présent aux panélistes et experts conviés sur ce plateau. J'accueille d'abord Franck Essi. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Cameroun People's Party. Bienvenue dans cette émission. Merci de nous inviter. Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour M. Noufele. Consultant sur droit de réponse, chef de la section politique et politique internationale pour le quotidien La Nouvelle Expression. Vous êtes toujours avec nous chaque dimanche. C'était un plaisir renouvelé. J'annonce également sur ce plateau Maître Lavoisier Sapi, avocat et conseiller juridique du SDF, qui est annoncé, mais aussi Maître Fidèle Dioubissi du MRC. Je précise que le député Bapor Lipot Robert, qui a été convié sur ce plateau, qui a fait part de sa disponibilité et à la dernière minute, il a dit être indisponible. Évoquons avec vous, Franck, ici ce fait marquant de la semaine, 20 leaders politiques qui se réclament de l'opposition et qui soutiennent la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Comment avez-vous réagi face à cette annonce, à ce soutien au chef de l'État, candidat à sa propre succession? Alors, cette annonce, comme vous le dites, suscite beaucoup de réactions. La première chose, je me réjouis un peu de ce soutien au chef de l'État parce que, vous savez, nous qui avons fait le choix difficile de nous engager en politique et de nous engager dans ce qui est convenu d'appeler l'opposition, on passe un peu par toutes sortes de critiques au quotidien. Et je pense que dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons, c'est très important de faire ce type de clarification. Parce que ça va permettre clairement aux populations de faire la différence entre ceux qui sont d'authentiques défenseurs d'une rupture, d'une alternative, d'une gestion autre du pays, et ceux qui, manifestement, roulent pour des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. Donc, c'est une clarification que nous accueillons avec beaucoup de sourire. Et nous pensons que ça va faciliter le travail pour les vraies forces en termes de mobilisation des Camerounais. Et nous espérons que les Camerounais prendront cette date et le garderont profondément dans leur mémoire parce que dans les jours, les semaines, les années à venir, il faudra que chacun sache quelle a été sa décision à des moments critiques. Autre fait troublant dans la liste des signataires de ce soutien accordé à la candidature de Paul Biya à cette élection présidentielle, c'est la présence de Tita Fon-Samuel qui s'est présentée pour le compte du Cameroun People's Party. Franck Essi, est-ce que le président Paul Biya est le candidat du CPP à cette élection présidentielle? Vous voyez encore là une illustration de ce que je commençais par expliquer, parce que il faut rappeler à ceux qui nous regardent qu'en semaine, le ministre de l'administration territoriale a décidé de nommer à la tête de certains partis, dont le CPP, des présidents, en violation totale des statuts du parti, en violation totale de la légalité en matière de partis politiques au Cameroun. Et nous l'avions déjà dit dans un communiqué 2 jours avant sa décision qu'il y a quelque chose qui se tramait. On prévenait le peuple camerounais de ne prêter aucune attention à quelque imposteur que ce soit qui viendrait à se prévaloir d'une quelconque qualité du membre du CPP. Alors ce monsieur Tita, c'est quelqu'un qui a été exclu le 29 mars 2018 du CPP. Simplement parce que depuis décembre 2017, il a décidé de suspendre, sans qu'il en ait le pouvoir, ses autres camarades de tout le parti.
Et il a dit que le reproche fondamental qu'il faisait à Mme Kawala, qui est la présidente légitime et légale du CPP, était le fait que elle n'avait pas compris la vocation du CPP. La vocation du CPP, c'était de soutenir le président Paul Biya, c'était de soutenir la façon dont le président est en train de gérer actuellement la crise anglophone, notamment dans sa dimension répressive. En ce sens que il est d'accord avec l'idée qu'il faut d'abord utiliser la force et privilégier et utiliser le dialogue peut-être plus tard. Donc nous leur avons dit que ce n'est pas les positions du parti et que si c'était vraiment ce qu'il pensait, l'avis majoritaire n'était pas celui-là. Donc on le priait d'aller militer ailleurs, défendre ce point de vue ailleurs. Mais comme nous le voyons, le ministre de l'administration territoriale a confirmé le fait qu'en dehors d'être le ministre des élections, comme il a dit de sa propre bouche, on est en dictature parce que c'est lui qui désigne maintenant qui peut diriger les autres partis de l'opposition. Justement, une initiative du G20. Donc le Paul Biya n'est pas le candidat du CPP. Une initiative du G20 de l'opposition qui s'est réunie à Yaoundé pour affirmer leur soutien à Paul Biya, considéré comme l'assurance tout risque selon ces 20 leaders politiques. Edmond Kambia, quel est le regard de journaliste politique que vous posez sur une telle démarche initié par certains leaders politiques à Yaoundé? D'abord, je dois reconnaître que cette initiative n'est pas nouvelle dans le champ politique au Cameroun, depuis au moins l'indépendance, sinon même avant l'indépendance du Cameroun français. Parce qu'il faut resituer les faits historiquement. Pour dire que l'UPC a toujours eu, depuis l'indépendance, au moins une tendance qui est ralliée au régime. On a vu du temps de Maï Matip, du temps de feu Kodok, qui est aujourd'hui, qui se poursuit à travers Bapolipote, que nous avons heureusement invité, que vous avez invité sur ce plateau, qui n'est pas arrivé. Nous espérons qu'il va arriver finalement, pour dire qu'il y a toujours eu une tendance UPC proche du pouvoir. Mais ce qu'il faut retenir dans ce groupe de 20 qui se prétend être de l'opposition, parce qu'on a aujourd'hui le sentiment que ceux qui se prétendent du G20 et qui disent être des opposants ne le sont pas en réalité, puisque les positions qu'ils prennent ne correspondent pas aux positions de l'opposition sur le plan des statuts, sur le plan des convictions, sur le plan de la démarche et même sur le plan de l'idéologie du combat mené par l'opposition au Cameroun, au moins depuis 1992. J'en veux pour preuve une certaine récurrence, au-delà de l'UPC que j'ai cité tantôt, qui se retrouve toujours, dans une tendance, c'est-à-dire une tendance se retrouve toujours alliée au régime. Il y a dans cette convergence du groupe des 20, des gens qui ont toujours soutenu le chef de l'État, qui n'ont jamais été opposants. Mais il y a également, il faut le dire, depuis quelques années, un parti, le PADEC, Maître Momo, qui, Maître Jean de Dieu, qui a pris un certain nombre de positions depuis quelques années qui embarrassent l'opposition originelle. Parce que quand il est entré dans l'opposition, il s'est présenté comme un opposant avec un parti qui critiquait amèrement, de façon acerbe même le pouvoir, mais sa dernière position, en réalité, ne surprend pas. Comme l'a dit Franck ici tout à l'heure, les masques sont jetés pour un certain nombre de leaders politiques, mais également pour un certain nombre de responsables de partis politiques qui hier étaient considérés comme opposants, mais qui ne le sont pas en réalité. Autre fait curieux à relever, Edmond Kambia, c'est la présence d'un postulant à cette élection présidentielle, Isaac Feuzeux, qui a déposé sa candidature à Elecam quelques jours avant cette réunion politique où il est venu soutenir un autre candidat à cette élection présidentielle. Qu'est-ce qui peut expliquer cette précipitation? À peine son dossier lui-même a été déposé à Elecam, lui qui a été candidat à l'élection présidentielle en 2011 et qui est candidat à cette année et qui soutient la candidature de Paul Biya. Ceux qui sont surpris, ce sont ceux qui n'observent pas suffisamment la scène politique au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Parce que, rappelez-vous, ce monsieur, il était déjà candidat à l'élection présidentielle de 2011. Et après, vous avez vu comment il s'est comporté. Il a toujours affirmé sa loyauté vis-à-vis du régime, vis-à-vis de Paul Biya. Donc, cela ne surprend pas qu'à peine avoir déposé sa candidature, qu'il s'est décidé pour se prononcer en faveur de Paul Biya. Il a toujours été proche du pouvoir. Pour le candidat que vous citez, M. Isaac Feuzeux. Donc, cela ne me surprend pas pour son cas précis. Ce qui surprend davantage, c'est pour des cas comme ceux de Jean de Dieu,
du PADEC, M. Jean de Dieu du PADEC que j'ai cité tantôt, mais également j'observe que malgré le fait qu'il y ait eu une tendance toujours alliée de l'UPC au pouvoir, il y a d'autres branches, d'autres tendances de l'UPC qui sont restées fidèles. Il y a d'ailleurs une tendance qu'on appelle l'UPC des fidèles, l'UPC des martyrs, qui se réclame de la vision historique des martyrs. Il y a également une autre vision qui est proche de celle des fidèles, qui a un candidat dans cette élection. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC, et sur son compte Facebook, il estime que c'est perdu d'avance pour l'opposition qui va en rendre dispersé à cette élection présidentielle. Pour justifier son ralliement à Paul Biya, il fait savoir que c'est le dernier mandat du chef de l'État, Paul Biya, et qu'il faut l'accompagner pour défendre la patrie du Cameroun contre les tentatives de déstabilisation et les velléités séparatistes dans les régions anglophones. Franck, ici, que pensez-vous des arguments brandis par Maître Jean de Dieu Momo pour justifier ce soutien à la candidature de Paul Biya à cette élection présidentielle? En dehors d'être absurde, incohérent, je dirais qu'ils sont pitoyables. Et je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, parce que plus il ouvre la bouche, plus il cherche à le justifier, plus c'est, entre guillemets, ça donne la nausée. Et pour moi, je suis beaucoup plus inquiet pour tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui, même s'ils ne sont pas très nombreux, pensaient qu'il pouvait être une personnalité avec qui on pouvait bâtir ou aider à bâtir. Mais pour revenir sur le fond, je trouve quand même assez curieux qu'on ait un chef de l'État qui nous conduit aujourd'hui dans la guerre, sur qui on retourne sur l'ajustement structurel, qui nous met dans une situation d'impasse de développement. Parce que quand vous regardez le gouvernement actuel, il a renoncé à son DSE. En réalité, il a renoncé à toute stratégie d'émergence. Le pays est sous le plan d'urgence, plan d'ajustement, etc. Et on vous dit que quelqu'un qui est un aussi mauvais dirigeant, qui a si peu de résultats, on devrait encore lui confier cette année. En plus, il a quel âge? 85 ans. Mais je demande à ceux qui nous regardent là, si vous partez prendre un bus, des voyages de nuit, parce qu'une période de crise, c'est une période de crise, il y a l'obscurité. On a besoin de gens qui sont visionnaires. Au moment d'entrer dans le bus, on vous dit que celui qui va conduire, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs accidents et en plus qui a 85 ans. Vous allez entrer dans ce bus? Mais ceux du G20 estiment que le chef de l'État est l'homme sûr, qui rassure. Il est. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, non, je vais laisser les gants, je vais parler vraiment comme un Camerounais simple. C'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, on ne comprend pas que des gens dotés de tout leur sens puissent avoir ce type d'argumentaire. Mais quelle est la démonstration? Quel est le lien? Ils veulent nous dire que M. Biaka a 85 ans aujourd'hui, donc qui est plus proche de l'au-delà que d'autres choses. Donc s'il en venait à mourir, donc le Cameroun ne pourrait pas trouver un mécanisme pour survivre. Donc Paul Biya est devenu l'alpha et l'oméga de la survie du Cameroun. Mais c'est une absurdité terrible. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut être sérieux. Et être sérieux, c'est voir que les multiples crises que nous vivons imposent que l'ensemble des forces vives s'asseyent autour d'une table pour rebâtir un consensus. Même si on va aux élections, même si quelqu'un gagne et que ce n'est pas contesté, même ce nouveau président légitime ne peut pas faire l'économie d'assises nationales. Parce que quand vous regardez l'état du pays, on a besoin de recoller les morceaux, de se parler, de renégocier un contrat social nouveau. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'un seul parti. Donc, le dire de la part de ces personnes-là, ça montre simplement qu'ils sont la solde de leur ventre. Point barre. Le président de la République considéré comme l'assurance tout risque. Selon 20 leaders politiques qui se sont réunis à Yaoundé, Edmond Kambia, Maître Jean de Dieu Momo estime que c'est perdu d'avance pour l'opposition. Regarde des statistiques d'Elecam concernant le nombre d'inscrits sur les listes électorales, concernant le nombre de voix que le président Paul Biya avait obtenu en 2011. Et au regard de cette opposition qui va en rendre dispersée à cette élection, elle n'a pas les chances de gagner face à lui. Il faut l'accompagner pour son dernier mandat. Dixit, Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC. Que pensez-vous d'un tel argumentaire? Tout en respectant son opinion, son avis, parce que chacun a droit à son opinion. On n'est pas obligé tous de partager la même opinion, le même avis. Mais il faut dire que sur ce point précis, il faut rappeler aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent, que les électeurs ne sont pas comme des automates, y compris les électeurs du RDPC.
Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans l'isoloir. Quand quelqu'un, malgré son étiquette politique, rentre à l'intérieur de son isoloir et dans sa conscience décide de mettre un bulletin dans l'urne. Et le bulletin dans l'urne n'est pas forcément le bulletin qui correspond au candidat de votre parti. Donc il faudrait que M. Momo fasse un peu attention, qu'il nuance un peu son propos. Parce que ce qu'il a dit n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire, on peut comprendre ce type d'analyse, mais qui malheureusement est un peu biaisé. Parce que ça donne l'impression que l'électorat fonctionne comme des moutons. Que si j'ai voté pour tel candidat aujourd'hui, je suis incapable de voter pour un autre candidat demain. Or, le contexte politique, social et politique change. Il y a une certaine évolution sur le plan politique, sur le plan économique et social. Et on observe que dans la société, les choses vont de plus en plus mal. Donc, c'est à ce niveau que son analyse ne tient pas debout. Si les choses allaient dans le sens de l'amélioration, on pourrait comprendre que d'une certaine manière, son analyse pouvait tenir. Mais elle ne peut pas tenir définitivement parce que les choix des électeurs sont comme les choix de tous les hommes, c'est-à-dire divers et ondoyants. Justement, on ne peut pas préjuger que si 3 millions de personnes ont voté en 2011 pour telle personne, que les mêmes 3 millions voteront pour la même personne 7 ans après. Ce n'est pas possible. La candidature de Paul Biya qui suscite beaucoup de réactions à travers cette sortie de ces leaders politiques de l'opposition, parmi lesquels d'anciens candidats à l'élection présidentielle, mais aussi ceux qui aspirent cette année à briguer un mandat et finalement qui ont renoncé en soutenant la candidature de Paul Biya. Et Edmond Kamga, on observe que cette sortie de ces leaders politiques intervient quelques jours après que le ministre de l'administration territoriale ait choisi certains leaders politiques comme seuls représentants de certaines formations politiques, parmi lesquelles l'UPC, le CPP, dont les différents secrétaires généraux et présidents choisis par le gouvernement se sont retrouvés en train de soutenir la candidature de Paul Biya. Est-ce que c'était ça le deal entre l'administration territoriale et ses leaders? On assiste aujourd'hui à la concrétisation de ce qu'on peut appeler les grandes manœuvres qui se déroulent, qui se passent constamment lorsqu'il y a des élections présidentielles et même lorsqu'il y a des élections législatives et même municipales. Mais ici, on voit bien qu'il y a une certaine chronologie des faits. D'abord, le ministre de l'administration territoriale décide de considérer comme président ou responsable de partis politiques, de 3 formations politiques, des personnalités précises. Peu après, il y a un groupe qui se fait appeler G20, auquel font partie 2 de ces 3 responsables, et qui par hasard décident d'accorder leur soutien indéfectible au candidat du RDPC, le président Paul Biya. On ne peut pas penser que c'est hasardeux ou que ce n'est qu'une situation fortuite ou une coïncidence. C'est quelque chose d'orchestré, qui a été bien organisé. Mais en même temps, on comprend très vite que le but de la manœuvre visait à démontrer qu'en réalité, il y a un groupe de partis politiques qui soutient fortement le chef de l'État. Et observez très bien la manœuvre. Ils insistent sur le fait qu'ils sont de l'opposition. Mais de quelle opposition s'agit-il? Ils ne font pas partie de l'opposition traditionnelle que l'on connaît au Cameroun. Je veux dire les grands partis connus lors des élections présidentielles au Cameroun. Depuis 92, de 92 à ce jour, ce ne sont pas ces grands partis qu'on a vus là-bas. Même si on a vu quelques étiquettes ou quelques candidats de formation politique qui ont parfois siégé dans ce que j'appelle le G7 de l'opposition camerounaise, mais qui par la suite ont jeté les masques. Justement, dans ce G7, il y avait bien sûr le président du PADEC, Maître Jean de Dieu Momo, et durant ces premières réunions qui se sont tenues entre 2011 et 2018, le CPP a eu à travailler avec le président du PADEC, Jean de Dieu Momo, dans plusieurs organisations qui visaient justement à structurer une coalition de l'opposition, rassembler des forces et des idées pour l'alternance démocratique du Cameroun. Alors vous qui avez travaillé avec ces leaders qui aujourd'hui ont changé de camp, comment appréciez-vous ces démarches? Pensez-vous qu'il y a un lien entre le ministre de l'administration territoriale qui a adoubé
selon son communiqué, certains leaders politiques comme les seuls représentants de certaines formations politiques, et la sortie qui est intervenue quelques jours plus tard. Le lien est évident. Nous, au moins au niveau du CPP, on le savait concernant le monsieur qui aurait été nommé à la tête de notre parti. Parce que depuis, comme je vous le disais, décembre 2017, nous avions déjà la preuve qu'avec le MINAT, ils étaient en train de préparer cette opération. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été scrupuleux dans la gestion de cette autre tentative de déstabilisation, en ce sens que nous avons pris le soin de lui adresser une correspondance de rappel à l'ordre pour lui dire, un, que vous n'avez pas qualité pour convoquer des réunions, un président d'honneur n'a aucun pouvoir au CPP. Deux, vous n'avez encore moins la qualité de suspendre les organes du parti. Trois, les positions de soutien à Paul Biya et de soutien de la répression de nos compatriotes anglophones, qui à l'époque même encore étaient encore dans des manifestations non violentes et pacifiques, étaient inacceptables et n'étaient pas conformes aux positions du parti. Donc nous lui avons adressé un rappel à l'ordre. Ensuite nous l'avons invité au Conseil national. Après quand on l'a invité au Conseil de discipline, on a tenu le Conseil de discipline. Il a été, conformément à nos statuts, prié d'aller militer ailleurs, soutenir le président Paul Biya ailleurs. Et le MINAT a été notifié au moins 3 fois, avec chaque fois en copie toute la documentation de notre parti, toutes les lettres qui appuyaient cette décision. C'est pour dire que ce ne doit pas surprendre ceux qui nous regardent. Nous sommes à l'heure de la clarification, en ce sens que les Camerounais doivent apprendre à faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Moi, je me réjouis de ça. Et quand vous parlez de Maître Momo, même au lendemain du G7, je me souviens que nous étions parmi les 7 partis, ceux qui poussaient le plus pour dire que les 7 principaux leaders devaient faire une sortie pour protester contre toutes ces élections qui ne s'étaient pas bien passées. Et lui, il était le premier à ne pas suivre et à aller s'asseoir à la Cour suprême pour la proclamation des résultats. Ensuite, lors des concertations, je me rappelle qu'il y a une crise. On a fait une réunion à Fumban, chez le président Damjoya, où il avait envoyé un représentant. On a pris des décisions, mais lui, hors du pays, il a dit qu'il ne se reconnaît pas dans ça, etc. etc. Donc, il y a toujours une inconsistance qui révèle en fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs politiques qui montrent... Politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Fidèle Ndjoumissi, bienvenue, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox. Vous avez suivi cette dernière actualité concernant la sortie de ces leaders politiques qui ont décidé de soutenir le candidat Paul Biya à cette élection présidentielle. Comment analysez-vous un tel positionnement à l'heure où l'on se rapproche de cette élection capitale? La première analyse, la première observation que je dois faire, c'est que cette mobilisation de cette frange de l'opposition en faveur du parti au pouvoir donne raison à la vraie opposition dont fait partie le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que, souvenez-vous, Cédric, beaucoup de gens ont appelé à la candidature unique. D'autres ont même fait des propositions qui défient toutes les règles connues en matière politique, c'est-à-dire les primaires de l'opposition. Et ils se sont mis à nous accuser du fait que nous n'acceptions pas ce genre de proposition. Alors, maintenant, cette mobilisation de ces partis en faveur du NDPC démontre que tous les partis qui se réclament de l'opposition ne sont pas de l'opposition. Et nous pensons que c'est avec le dépôt des candidatures qui a eu lieu et qui a été arrêté le 19 juillet dernier, et ensuite les décisions qui seront rendues par le Conseil électoral s'agissant de ces candidatures, que le jeu politique va commencer à se clarifier dans notre pays. Avant qu'on arrive à cette étape prévue le 8 août 2018, il y a le ministre de l'administration territoriale qui a choisi des représentants de certaines formations politiques au regard des crises internes survenues dans ces différentes formations politiques, à savoir l'UPC, le MANIDEM et le CPP. Quelles sont, selon la loi,
les limites et les pouvoirs du ministre de l'administration territoriale qui encadre les formations politiques au Cameroun. Il faut relever que les formations politiques, comme les autres associations de la société civile, sont des organisations privées. Et en tant que telles, c'est les statuts, le règlement intérieur et les différentes résolutions prises en assemblée ou en convention ou en congrès qui régissent ces organisations. Et la gestion interne est souveraine et dépend des militants et non du ministre de l'administration territoriale. Lorsque le ministre de l'administration territoriale vient à prendre une décision dans laquelle il indique que c'est elle qui est habilitée à parler au nom d'un parti politique, il s'agit là non plus ou moins d'une émission, d'une ingérence dans la gestion interne d'un parti politique. C'est les statuts qui indiquent qui représente le parti. Les dirigeants sont bien visés dans les statuts et suivant les règles qui sont prévues, c'est-à-dire au cours d'une convention ou au cours d'une réunion d'un organe, on désigne le dirigeant. Mais dans la décision du ministre, nous avons constaté qu'il n'a même pas visé l'acte sur lequel il se fonde pour dire que tel doit représenter les partis en question. Non, il a donné un acte laconique dans lequel il n'indique pas précisément le fondement, soit une décision de convention ou d'une décision d'un organe. Ça veut dire que le ministre, en tant que militant du RDPC, il faut rappeler qu'il reste le président de la section départementale du RDPC pour la MESA. Donc, il roule pour son parti. Donc, il roule pour le compte du régime en place. Il n'a pas agi en tant qu'autorité administrative. Il s'agit d'un acte manifestement illégal et qui encourt annulation, dont le juge administratif peut être saisi et quand il le fera, il sanctionnera cet acte. Une décision du ministre de l'administration territoriale qui divise et déchire ces formations politiques. Autre réaction à suivre sur ce plateau, celle de Wilfried Ekanga. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes analyste politique. Vous observez ces dernières manœuvres orchestrées autour de cette élection présidentielle, notamment ces leaders politiques qui se font appeler le G20 de l'opposition et qui ont décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya à cette élection présidentielle. Comment analysez-vous le moment, le contexte dans lequel se tient ce soutien accordé au chef de l'État, candidat à sa propre succession, et la qualité de ces leaders politiques? Oui, il y a déjà un paradoxe dans la dénomination, le G20 de l'opposition, mais qui s'allie au pouvoir en place. À ce moment-là, on n'est plus une opposition, on est un allié. Ou alors, on est une opposition à l'opposition. Donc, il y a d'abord un souci dans la dénomination. Et maintenant, il faut s'interroger sur les objectifs réels de tous ces acteurs qui se sont alliés au président de la République. Est-ce que ce sont des alliés de circonstance parce que il y a eu des promesses qui ont été faites pour que, une fois que la présidence du président Paul Biya, la continuité de la présidence sera confirmée, des avantages leur reviendront pour les remercier en quelque sorte de leur soutien? Ou alors, est-ce que c'est par conviction politique réelle de la politique du RDPC qu'ils se sont alliés à lui? Si oui, il faut détailler, enfin il faut expliquer à la population dans les détails ce qu'il en retourne. Et ce qui est bien dans ce genre de registre, c'est que il ne faut pas attendre la proximité, l'approche des échéances électorales pour décider si on s'allie ou on s'oppose. Il faut déjà, bien avant, élaborer une sorte de projet, de programme, en parler. Et maintenant, lorsqu'on va dire à l'approche des élections que voilà, on s'allie à tel ou tel parti en raison des affinités,
ce sera évident pour tout le monde parce qu'on aura vu des tendances, des velléités de rapprochement. On aura vu que depuis le début, quand ils ont commencé leur programme, leur vision de la chose sociale se rapprocher ou alors s'éloigner de celle du président de la République. C'est ce qui nous amène justement à nous interroger sur la qualité de la chose. On a aujourd'hui, entre autres, l'UNDP de Bello Boba Maïgare qui a apporté son soutien aussi au président de la République. C'est vrai, bon, on peut considérer que oui, c'est normal qu'il s'allie, mais je pars du principe que la préoccupation principale d'un ministre du Tourisme et des Loisirs ne doit pas être de réaffirmer son soutien au président sortant pour les élections à venir, mais plutôt de se dire en tant que ministre des tourismes, ministre d'État chargé des tourismes et des loisirs, quel est le bilan de mon action sur l'échéance passée? Qu'est-ce que j'ai y apporté aux Camerounais, à un pays riche comme le Cameroun en matière de tourisme? On dit ça comme ça, mais on peut prendre un exemple banal. On dit dans les faits, le Cameroun, on est à Douala, pas très loin de la mer, on est en région côtière, le Cameroun a 402 km de côte. On peut se dire pourquoi dans un pays comme le Brésil, la Copacabana sur seulement 4,5 km fait en tout cas la fierté culturelle, la fierté touristique de ce pays-là et apporte des rentrées de devises. Donc on peut aussi s'appuyer sur des éléments comme ça, des éléments concrets, des éléments pragmatiques pour vraiment proposer à la population le Cameroun dont ils ont besoin. Et oui, précisons justement à ce sujet que l'UNDP est sorti divisé de sa réunion politique. Il y a des cadres anglophones de ce parti politique qui ont souhaité que l'UNDP présente un candidat à cette élection présidentielle dans un contexte où la crise anglophone continue de cristalliser l'attention de la communauté nationale et internationale. Et pour cette raison, certaines formations politiques ont choisi de ne pas se lancer dans cette course à la présidentielle, parmi lesquelles celle du CPP, dirigée par Edith Kawala. Vous n'êtes pas dans cette course à la présidentielle. Par contre, il y a une vingtaine de postulants qui ont fait acte de candidature. Comment appréciez-vous le jeu politique qui se dessine autour de cette élection présidentielle? Franck ici. Merci. Déjà pour revenir sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas à cette élection et pas seulement aux autres élections locales dans le contexte actuel, c'est simplement à cause de la situation. Il y a, de notre point de vue, trois impasses au moins. Il y a une impasse politique, en ce sens que l'ensemble des dispositifs qui encadrent les élections, parce que nous y sommes allés aux élections, on peut le dire, ne rend pas possible un jeu sain, ne rend pas possible l'alternance. Bon, c'est une question sur laquelle on discute parce que, vous savez, comme en politique, tout dépend aussi de votre capacité à innover, à modifier les rapports de force. Tant que quelqu'un ne sait pas frotter, il va toujours penser que, bon, avec telle ou telle stratégie, il peut faire mieux, il peut faire plus. Mais nous, on a acquis cette conviction en étant partis à toutes les élections entre 2011 et ce jour. Et en utilisant même les technologies de coalition. Je vous rappelle que moi, j'étais candidat pour être député avec une coalition de 5 partis politiques, parmi les principaux. Donc, et ça n'a pas suffi. Pas parce que mon offre n'a pas convaincu, etc., mais parce qu'il y a aussi un dispositif. Bon, pour expliquer aux gens, quand vous allez aux élections, vous n'avez pas seulement, entre guillemets, le RDPC comme adversaire. Vous avez la police, la gendarmerie, les renseignements, parfois l'ECAM, l'administration, la CIATV, les juges. Donc, vous faites face à l'appareil d'État. Première chose, bon, c'est une autre discussion et ce n'est pas la plus essentielle. La deuxième raison, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est une situation de crise. On ne va pas rappeler la situation dans toutes les régions, mais en particulier dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'il faut aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir de bonnes élections. On peut faire un simulacre d'élections, mais on ne peut pas avoir de bonnes élections. Bonnes élections entendues comme des élections où les candidats peuvent se déployer, les conditions peuvent être réunies pour que les gens s'expriment, votent, sans pression, en toute sécurité. Aujourd'hui, la question qu'on pose aussi bien à l'ECAM, au gouvernement, qu'à tous ceux qui vont aux élections, mais dites-nous par quelle magie vous allez faire des élections à Batibo, à Boya, à Kwakwa, à Kembon, dans toutes ces villes-là où aujourd'hui il n'y a plus âme qui vivent. Et la troisième raison, et qui est la première même d'abord pour nous, parce que c'est une raison politique, c'est que l'analyse que nous faisons de la situation du pays fait en sorte que nous disons que pour résoudre ces crises profondes qui aujourd'hui nous enferment dans un processus d'implosion,
il nous faut ce qu'on appelle une transition politique démocratique. C'est-à-dire, il nous faut suspendre, et nous assumons ça, pendant quelques années, au moins 2 ans, l'ordre institutionnel actuel pour faire des assises et le refonder. Donc, on peut revenir sur les détails, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est le mieux pour le pays? Est-ce simplement des élections ou est-ce de s'asseoir et de renouer le consensus sur l'ordre gouvernant, le système institutionnel, le système électoral et un certain nombre de crises qui sont en cours et qui méritent aussi que les Camerounais se parlent. Justement, donc ce sont les raisons pour lesquelles nous, on n'y va pas. Malgré ces différentes parce qu'on est focalisé sur les solutions à ces crises. Que vous avez évoquées. Et nous terminons en disant que même si quelqu'un va aux élections, même si quelqu'un de l'opposition gagne l'élection, ces assises que nous disons là, cette refondation-là est incontournable. Donc nous préparons ça. Justement, il y a une vingtaine de postulants qui font acte de candidature à l'ELECAM pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Edmond Kambia, la Nouvelle Expression, a tenu à relever des curiosités sur ces listes de postulants en attendant la liste définitive qui doit être publiée le 8 août prochain par le Conseil électoral. Quelle est l'analyse que vous faites de ceux qui sont sur la ligne de départ en attendant de répondre à tous les critères évoqués dans le code électoral? En attendant donc la liste que publiera le Conseil électoral le 8 août prochain, il faut dire que le directeur général des élections a annoncé qu'il y a déjà 28 candidats qui ont déposé leur dossier, parmi lesquels 6 candidats indépendants et 22 qui appartiennent ou qui ont été présentés par les partis politiques. La première observation est qu'il y a eu quelques candidats qui se sont déjà présentés aux élections précédentes, mais ils sont les moins nombreux. Une bonne partie est constituée de nouveaux candidats, et notamment des candidats indépendants, mais surtout des personnalités inconnues de l'opinion publique nationale, ou alors inconnues des médias, ou alors des candidatures dont certaines présentent comme étiquette de parti le nom du candidat du parti au pouvoir. Je ne veux pas citer cette candidate-là qui est candidat à l'élection présidentielle, mais le nom de son parti, c'est le nom du candidat du parti au pouvoir. Donc il y a des curiosités comme ça. Il y a également, parmi les candidats indépendants, je disais tantôt des personnalités inconnues. Bon, vous savez, chaque Camerounais a le droit, tant que vous jugez de vos droits civils et politiques et que vous avez au moins 35 ans, vous pouvez présenter votre candidature. Il faut également remplir d'autres critères, payer le cautionnement et autres. Mais il faut dire, malheureusement, ça c'est peut-être une opinion individuelle, qu'il y a encore des candidatures un peu farfelues. J'espère que d'ici là, le Conseil électoral va faire son travail. Je présume également que le Conseil constitutionnel fera également son travail. Mais le moment n'est peut-être pas à faire des jugements. Il faut simplement observer et dire qu'on attend la suite. On donnera notre opinion quand la liste définitive sera publiée. Il faut préciser tout de même que parmi les candidats déclarés en début d'année ou en milieu d'année 2018, certains n'ont pas pu déposer leur dossier faute de la caution fixée à 30 millions de francs CFA. On a retrouvé quand même des anciens candidats à l'élection présidentielle, bien connus sur la scène politique. Est-ce que cette caution a finalement découragé, démotivé plus d'un sur cette route d'Etoudi 2018? Il faudrait qu'on nuance nos propos. On ne peut pas répondre de façon péremptoire, de dire que c'est à cause parce que le chiffre a doublé, on est passé de 15 millions à 30 millions pratiquement pour le cautionnement. 5 millions. Non, 5 millions. 5 millions. Oui. 5 millions. À 30 millions. À 30 millions. Donc ça a plus que doublé en réalité. C'est vrai, ce cautionnement, le montant a découragé un certain nombre de candidats. Mais ça n'a pas découragé d'autres. Parce que je vois certaines personnes qui ont déposé leur candidature et dont on a du mal à justifier où est-ce qu'ils ont pu trouver cet argent-là. Bon, on ne va pas citer des noms. Il faut simplement regretter aussi que dans ce pays, parmi ces candidatures, il y a, certes, des personnalités bien connues sur le plan médiatique et autres, mais d'autres, je l'ai dit tantôt, qui sont moins connues,
Mais encore, il y a des candidats qui n'ont pas pu déposer leur dossier parce que effectivement le cautionnement a manqué. Mais en réalité, il faut dire une chose. Ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire, le montant du cautionnement n'est pas la seule raison. Il y a d'autres qui ont évoqué la mauvaise loi électorale. Mais je pense également que cet argument ne tient pas la route. Parce qu'en déclarant la candidature, la plupart des candidats savaient que la loi n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas bonne. Ils connaissaient ce qui s'est passé en 2012, c'est-à-dire ce qui s'est passé notamment au niveau de la modification de la loi électorale, des nouvelles dispositions, et il fallait s'arrimer à ces nouvelles dispositions. Donc en réalité, la plupart des arguments qui sont avancés pour se désister ne tiennent pas la route. Sauf, et ça j'insiste là-dessus, pour les partis politiques comme le CPP et d'autres candidats qui ont participé aux élections présidentielles précédentes, je pense notamment à Jean Djenga, qui a animé la vie politique en 2011, la candidature, dont la candidature a fait le buzz il y a 7 ans, qui n'est pas également candidat pour les mêmes raisons que le CPP a évoqué, c'est-à-dire la situation de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le fait qu'une bonne partie des populations devenues aujourd'hui déplacées ou réfugiées ne peuvent pas prendre l'engagement de voter. Et cependant, ça, c'est un problème. D'aucuns estiment que cette élection... Et que certains qui indiquaient, qui avaient déclaré leur candidature, ne remplissaient pas les conditions. Et la condition principale qui fait que beaucoup qui ont déclaré leur candidature n'ont pas déposé le dossier, c'est que leur parti n'est pas représenté dans un conseil municipal ou au Parlement. Parce que c'est la condition fondamentale pour investir un candidat. Qui, je pense, pas appellent déjà au boycott, c'est de mauvaise foi, parce que leurs partis ne sont pas représentés. Il faut qu'ils le disent aux Camerounais, ils ne remplissent pas les conditions pour investir un candidat. Et sur les mêmes raisons, je dis que le droit c'est une science, ça veut dire on peut décrire, on peut expliquer et on peut prévoir. Et je vais prévoir en indiquant que les 28 candidatures qui sont déposées, il y aura au moins 20 candidatures qui seront rejetées, sans que le Conseil électoral ait même besoin d'analyser le fond. Il y a au moins 20 candidatures qui seront rejetées. Il limite les municipaux, c'est les chefs traditionnels de premier degré, c'est les membres des chambres consulaires, c'est-à-dire chambre d'agriculture, chambre de l'artisanat et chambre du commerce, et les membres du Parlement. Voilà les seules personnes qui peuvent donner les signatures. Et ces signatures on doit recueillir 30 signatures par région. Ces 30 signatures par région multipliées par 10 régions, ça fait 300. Et une personne habilitée à donner la signature ne peut pas donner plus d'une signature. Donc je doute fort que même les 6 candidatures indépendantes indiquées seront reçues. Je pense que c'est des candidatures qui seront rejetées, tout comme les candidats qui sont investis par les partis politiques qui ne sont pas représentés ni au Parlement, ni dans un conseil. Et dans l'attente justement de cette décision du Conseil électoral prévue le 8 août 2018, les grands sujets de cette présidentielle commencent déjà à se dessiner, Wilfried Ekanga, concernant le débat présidentiel et les problématiques majeures de la vie nationale. Selon vous, quels doivent être ces sujets à débattre durant cette présidentielle à venir? C'est une très belle question parce que les pays d'Afrique francophone, sur la présidence de la République, évidemment, c'est un volet important. Notamment, il est important que, comme dans le cas du Cameroun aujourd'hui, on s'appesantit autant sur la crise dans la région du sud-ouest et du nord-ouest. Évidemment, c'est ce qu'on appelle les sujets brûlants. Ça fait partie des sujets dont il faut parler. Mais sur ce sujet-là, il faut non seulement en parler,
du trouble actuel et qui sont totalement opposés à une logique d'apaisement sont ceux à cause de qui les élections ne peuvent pas s'y tenir. Et après, c'est paradoxal de dire justement à l'État central de ne pas tenir les élections parce que la situation est instable. Maintenant, à côté de ça, il y a les autres enjeux et je reviens dessus justement, les enjeux économiques. Il ne faut pas donner l'impression à la population camerounaise que ce qui intéresse les administrants ou alors l'oligarchie dominante, c'est d'accéder soi-même et son entourage à la magistrature suprême. Il y a un volet qui est assez absent dans ce registre, c'est la population. On a l'impression qu'on utilise la population un peu comme elle était utilisée lors des guerres qualifiées de mondiales comme de la chair à canon. On a besoin de peu avant les élections, on les oublie sur la trêve de 6 ans et à la 7e année, on les reconsidère encore parce qu'on a besoin de leur voix. Donc ce qu'on propose réellement à la population ne figure pas, notamment sur un candidat indépendant, une femme, Geneviève Amvene, si son nom me revient bien. Je trouvais bien qu'il y ait une femme dans cette mosaïque masculine de candidats, puisque c'est 51% de la population camerounaise, mais elle aurait dû justement profiter de cette particularité-là pour présenter un projet véritable qui met en avant la femme et qui apporte une nouvelle dynamique de reconsidération du discours politique. Malheureusement, on est très souvent porté dans l'abstraction. On a vraiment, moi, en tant que Camerounais lambda, l'impression que je sais que, ben voilà, ceux-là entre eux, ils veulent chacun les meilleures conditions pour accéder à la présidence, mais ce qu'ils me proposent, moi, après que je leur ai donné ma voix, est plus ou moins absent de leur discours. Donc, en clair, une illisibilité sur les projets de société, notamment les chapitres économiques et sociaux, pour savoir qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour améliorer le quotidien des Camerounais. Oui, parce que à Bipanda et à Bonamo Sadi, on ne vous dira pas, la population, le mototaximène ne vous dira pas ce qu'il pense du code électoral. Il n'en sait rien. C'est quelque chose à régler justement entre l'élite bureaucrate qui doit justement élaborer des règles équitables entre eux. Évidemment, on en convient. Mais maintenant, puisque c'est à la population qu'on parle, puisque l'État n'est rien d'autre qu'une mosaïque constituée et de la population et des administrants, on ne doit pas faire comme si l'État c'est exclusivement ceux qui gouvernent et que les autres, on a juste besoin justement de leur vote. Il faut donc répondre à la question du mototaximène et du petit débrouillard du sous-quartier. Qu'est-ce que je propose comme infrastructure socio-économique pour te sortir de là et formaliser ton travail parce que dans la plupart des cas, on est encore dans le formel, étant donné les potentialités du Cameroun, les énormes richesses du pays, c'est un anachronisme. Justement, sur la non-participation du CPP à cette élection présidentielle, pour changer le leadership du Cameroun et pouvoir œuvrer pour la résolution de la crise. Franck, ici, vous souhaitez réagir? Oui, parce que je me rends compte que les seuls à n'avoir pas compris, bien qu'on le répète, la stratégie, la proposition du CPP, ce sont les observateurs et les autres acteurs politiques, parce que le gouvernement, c'est pas par hasard qu'il essaye aujourd'hui de mettre quelqu'un à la tête du CPP. C'est pas par hasard que depuis 2016, on a fait au moins 8 passages en cellule. Parce que depuis 2014, date de notre dernier congrès, la principale résolution, c'est que le CPP va œuvrer prioritairement à la mise en œuvre d'une transition politique démocratique qui suppose, si on arrive à réunir les conditions, le dépasse, même sans les élections, du régime actuel. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Ça veut dire que c'est pas par hasard qu'on nous arrête chaque fois quand on dit il faut que nous manifestions, il faut que nous protestions pour obtenir un certain nombre de changements dans la gouvernance, y compris même demander clairement le départ de M. Biya. Donc c'est déjà pour dire, que la non-participation à cette élection présidentielle date de 2014, en termes de décision. On a dit qu'à moins, ce que nous nous sommes dit, et ça a été publié dans nos résolutions, à moins que quelque chose de positif et de majeur ne survienne entre 2014 et 2018, dès 2014, au lendemain des élections de 2011, au lendemain des élections de 2013, nous avions déjà fait cette analyse. Première chose. Deuxième chose, nous ne disons pas on ne part pas et on reste tranquille. Mais nous avons proposé quelque chose aux Camerounais. Et peut-être vous n'êtes pas au courant, pas plus tard que hier, avant-hier, toute la journée, notre siège a été encerclé par 35 forces des armées, police, etc. Pourquoi? Parce que nous allions faire une proposition aux Camerounais sur ce qui pour nous apparaît comme l'enjeu principal de l'heure. On a fait un appel aux États généraux de la nation avec tout un ensemble de propositions de mutation institutionnelle. Quel est l'enjeu principal à cette élection présidentielle? L'enjeu principal pour le pays, pas pour l'élection présidentielle, parce que, à la différence des autres, pour nous, l'horizon politique du Cameroun ne va pas s'achever le 7 octobre. Le pays va continuer à exister et peut-être dans un état pire que celui d'aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est de régler un ensemble de questions fondamentales liées à notre constitution,
nos institutions, le contrat tacite qui semble s'être installé entre gouvernants et gouvernés pour qu'on sorte des crises qui aujourd'hui sont l'accumulation de ces renvois à plus tard. Quand on parle par exemple de la forme de l'État, la nature de l'État, c'est une question qui préoccupe les gens aujourd'hui. Les gens sont pour le fédéralisme, les gens sont pour l'État véritablement unitaire et décentralisé, sauf que, où nous divergeons, c'est que certains pensent que, votez-moi, une fois au pouvoir, j'organiserai le processus de mutation de l'État. Et alors que nous disons, ce n'est plus une affaire à confier à un seul acteur, c'est nous ensemble qui devons imposer qu'il y ait des assises où on commence à en débattre. Une forme de, si on veut utiliser une terminologie qui était à la mode il y a plus de 20 ans, une sorte de conférence nationale souveraine dont les résolutions vont s'imposer à tous. Voilà ce que nous proposons. Donc nous ne proposons pas construisons un pont ici, parce que ça c'est notre cuisine interne en tant que parti. Vu la crise que nous traversons, nous proposons que les Camerounais s'asseyent et ensemble rétablissent le consensus. Justement, Edmond Kandiassur, et nous allons agir et mener campagne pour ça. Ces questions qui structurent le débat de cette élection présidentielle, vous avez suivi les intervenants précédents, à la fois les problématiques économiques, le quotidien des Camerounais et des enjeux nationaux concernant la forme de l'État, la Constitution et les institutions indépendantes et qui sont fortes. Quelle est votre analyse à ce sujet? D'abord, je voudrais dire un mot par rapport à ce que Maître Ndjoumissi disait tantôt, en disant qu'il prend le contre-pied de mon propos. Non, il ne prend pas le contre-pied de mon propos. En réalité, sur son premier développement, on dit la même chose. Parce que j'ai dit qu'un certain nombre d'acteurs politiques n'ont pas suffisamment pris en compte les modifications qui ont été apportées à la loi électorale. Parce que la loi du 19 avril 2012 portant code électoral a été modifiée le 23 décembre 2012. Et il a été modifié et complété par des dispositions dont la prise en compte est importante pour ce scrutin qu'il a développé par la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est mon inquiétude sur son appréciation des dossiers de candidature qui ont été déposés, en ce qui concerne notamment des candidatures indépendantes. C'est vrai qu'il faut 300 signatures venant des personnalités qu'il a citées, mais de dire que 20 candidatures au moins seront rejetées sur les 28, je me rends compte qu'il lit vraiment dans la boule de cristal. Parce que pour tenir de tels propos, il faut avoir eu accès au dossier. Or, il me semble qu'aujourd'hui, depuis que les dossiers ont été déposés à l'ECAM, c'est maintenant seulement que le Conseil électoral est en train d'examiner point par point les dossiers. Donc, n'allons pas vite en besogne, laissons le Conseil électoral faire son travail et nous présenter une première liste à la date convenue par la loi électorale, c'est-à-dire le 8 août prochain. Maintenant, sur les sujets brûlants d'actualité qui vont être débattus durant cette présidentielle, selon vous? Les questions de fond sont de deux sortes. Les premières sont de type qui rentrent dans ce que je pourrais appeler la gouvernance. La deuxième catégorie de préoccupation se résume aux grandes crises actuelles dans le pays, et en particulier la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand je parle des grandes crises, je pense également à la guerre contre Boko Haram, je pense à la situation des réfugiés qui nous viennent de la Centrafrique, qui sont de plus en plus nombreux, des centaines de milliers à la frontière, à l'est du pays, mais particulièrement, comme je l'ai dit tantôt, à la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que le débat sera important sur le plan concernant la gouvernance. Dans la gouvernance, c'est la manière dont ce pays a été géré, les difficultés rencontrées, les occasions manquées, qui sont très nombreuses sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Ça va susciter un vrai débat pour les candidats qui ont des vrais projets de société ou des bons programmes qui soient capables de susciter l'adhésion des futurs électeurs. La deuxième préoccupation, fondamentalement, c'est la crise anglophone. Le drame aujourd'hui, c'est d'aller aux élections sans avoir pu régler cette crise. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la crise anglophone sera au cœur du débat pendant la campagne électorale. C'est-à-dire que les candidats aux élections le veulent ou pas, la crise anglophone va
s'imposer dans le débat. Déjà qu'elle est présente. Depuis que le chef de l'État, le président de la République, a convoqué le corps électoral, la situation est de plus en plus instable, où l'insécurité est plus grande encore dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc il va falloir que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance pour assurer la sécurité des populations. Mais il va falloir également que cette armée soit professionnelle, soit véritablement professionnelle, parce que les exactions qui ont été condamnées par Amnesty International récemment, il y a quelques heures seulement, le ministre de la Communication revenait encore sur la question relative aux vidéos, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, plus que jamais, il y a le débat politique qui va tourner autour de la question du fédéralisme. Il y a le débat sécuritaire. Il y a le débat social et économique par rapport à la situation des jeunes dans ce pays. Il va falloir faire le bilan. Il va falloir faire le bilan de toutes ces grandes réalisations, entre guillemets, je maintiens les guillemets, qui ont été faites par le gouvernement en place à travers des projets structurants dont on attend encore qu'ils puissent fonctionner de manière efficiente. Parce que beaucoup de choses ont été faites, ça il faut le reconnaître sur le terrain, mais elles ne peuvent pas être exploitées ni fonctionner. Regardez le port autonome de Kribi, regardez la plupart des barrages, à Memvele, Mekim et autres. Pourquoi ne fonctionnent-ils pas comme il se doit? Nous en parlerons justement dans le cadre d'une autre émission. Maître Fidèle Doumbissi, sur les enjeux de cette élection présidentielle, au moment où le Cameroun vit des heures troubles relatives à cette crise sociopolitique et sécuritaire qui secoue certaines régions du pays, au moment où le Cameroun traverse une crise économique assez importante. Selon vous, quels doivent être les sujets brûlants d'actualité qui vont être débattus durant cette présidentielle? Oui, avant d'y répondre, je voulais relever à l'attention un mot que je ne lis pas dans la boule de cristal. Moi, j'ai fait une analyse scientifique. L'homme de science est un homme de prédiction. Donc, sur la base des éléments qui sont donnés et sur la base du passé. Et que sur ces deux bases, nous pouvons prédire. L'homme de science est un homme de prédiction. Quand vous faites la science, vous ne pouvez pas prédire, vous n'êtes pas un homme de science. Donc, lorsque j'aurais dit ça, je voulais indiquer que les enjeux pour l'élection présidentielle à venir sont important, et c'est dommage, M. Kangala a relevé tout à l'heure, c'est dommage que certains partis n'aient pas pris part à cette élection, certains partis qui étaient en capacité de prendre part à cette élection, comme le CPP, c'est dommage, parce que ce sera l'occasion, et M. Kangala a bien relevé tout à l'heure, ce sera l'occasion de critiquer le régime en place s'agissant de la question anglophone, parce que le débat va s'ouvrir, comme on l'a dit, sur la forme de l'État. La forme de l'État sera au cœur des débats pendant la campagne à venir. Et ce ne sera pas seulement ça, parce que le problème du Cameroun ne se réduit pas seulement à la crise anglophone. Il y a un problème économique grave, il y a un problème d'insertion des jeunes, c'est-à-dire il y a un chômage massif des jeunes auquel il faut trouver des solutions, et à cette élection, les candidats doivent faire des propositions. Nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons fait un projet de société depuis la création, c'est-à-dire depuis 2012, où nous avons indiqué 5 piliers, et sur la base de ces 5 piliers, le professeur Maurice Kamto est en train de dérouler le programme en 5 chantiers, et actuellement il est dans la partie septentrionale du pays. Il a déjà fait plus de 10 jours, il a commencé par l'extrême nord, il sillonne les villages, et pour expliquer aux populations ce que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun propose comme solution. Nous avons les chantiers institutionnels. Dans le chantier institutionnel, il y a la révision de la Constitution, il y a cette question de la forme de l'État, et à une occasion, le professeur Maurice Kamto n'a pas manqué d'indiquer qu'au niveau où est rendue la crise anglophone, nous ne pouvons plus contourner cette question de la forme de l'État, et il a bien indiqué que nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous pensons qu'on doit débattre de la forme de l'État, et que c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent choisir la forme de l'État dans le cadre des débats, et au besoin dans le cadre d'un référendum. Nous pourrons avoir affaire soit à un État fédéral, soit à un État unitaire, décentralisé. D'autres pensent que c'est le fédéralisme, et certains que c'est l'État unitaire, mais nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous voulons entendre tous les Camerounais sur cette question. Sur le chantier
économique. Le professeur Maurice Kamto est en train d'indiquer comment on doit sortir de la situation économique piteuse dans laquelle le Cameroun se trouve, en dépit de ces nombreux avantages sur le plan des ressources, de son potentiel économique énorme que le président en fonction m'a même reconnu, et que à plusieurs occasions il a dit que partout où il va dans le monde, les gens se posent des questions de savoir comment un pays aussi riche comme le Cameroun n'arrive pas à décoller. Si le Cameroun n'arrive pas à décoller, c'est la faute du régime en place, et nous sommes en train de proposer des solutions pour remettre le Cameroun sur le chemin de la croissance. Parce qu'en 1982, quand M. Biya recevait le Cameroun, c'était un pays prospère, c'était un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays qui sortait du sous-développement pour un pays développé. Et c'est pour ça que dans notre projet de société, nous avons parlé de l'EA, c'est-à-dire le lion économique de l'Afrique. Et nous avons toutes les ressources pour le faire. Dans notre programme, les jours à venir, nous allons développer. Justement, il faut préciser. Et par exemple, sur le plan, nous parlons de l'agriculture, qui peut être un levier pour notre économie, et que nous avons indiqué les bassins de production où nous allons mettre l'accent pour que l'agriculture puisse booster notre économie. Et dans son chantier de l'éducation, tout à fait. Dans son annonce à sa candidature à cette élection présidentielle, Paul Biya a indiqué sa volonté de conduire les Camerounais vers un pays plus uni, plus stable et plus prospère. Ce seraient les grandes lignes de la campagne du président Paul Biya, candidat à sa propre succession. Face à lui, des ténors de l'opposition qui ont chacun déposé leur dossier de candidature. Du coup, la presse s'est interrogée, n'y aura-t-il plus de coalition de l'opposition dans cette élection présidentielle? Wilfried, je vous en prie, permettez d'abord à Wilfried de pouvoir réagir, on reviendra vers vous. Wilfried, sur cette question dont se pose la presse au regard des différents dossiers de candidature déposés par ceux qui sont présentés comme les ténors de l'opposition, la presse se demande, est-ce qu'il n'y aura plus de coalition face au candidat Paul Biya, candidat du parti au pouvoir? La presse ne devrait pas se le demander, la presse devrait le demander aux fameux candidats de l'opposition, justement parce que c'est l'occasion de déterminer si ils veulent la magistrature suprême en tant que tronc commun pour matérialiser les idées qu'ils estiment justes pour le pays, ou alors si chacun veut, à titre individuel, être président de la République. Et c'est ça qui nuit souvent justement à notre opposition en Afrique. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur ce que je disais au départ, où l'impression est plus donnée sur le fait que, évidemment, il y a des petits changements. Je peux le dire ouvertement qu'avec le MRC, on a notamment moins cette impression parce que c'était un parti qui a été créé a posteriori, après les élections de 2011, et non les formations, au contrario, des formations qui se créent à la prédécision électorale, qui s'est donné une certaine tranche de 6 ans pour élaborer une assise sociale, pour élaborer une sorte de notoriété nationale, et ainsi de suite. Maintenant, les autres partis, en tout cas, il y en a d'autres aussi qui ont plus ou moins suivi la même voie, il y en a qui sont plus ou moins sérieux les uns que les autres, mais en tout cas, ça donne l'occasion justement à la société civile, aux Camerounais lambda qui ne comprend rien à la mosaïque bureaucratique de l'appareil dirigeant, les réponses qu'on a à donner à ces préoccupations. Parce que quand nous parlons des enjeux économiques, nous avons l'habitude de procéder comme si c'était au choix. Parler de l'économie pour le développement d'un pays, qu'il soit culturel, social ou national comme on a aujourd'hui, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Parce que qu'on se le dise, même les revendications anglophones aujourd'hui, au départ, oui, c'est parti d'une revendication bureaucrato-juridique, on va dire, les avocats et les enseignants qui réclamaient la traduction de leurs textes. Mais dans le fond, les anglophones, justement, s'estiment lésés, évidemment, pas forcément à raison, puisque tout le Cameroun, en quelque sorte, est lésé. Marx disait que toute société n'a eu pour histoire que la lutte des classes. Il y a les dirigeants qui s'accaparent la quasi-totalité de la richesse, il y a le peuple qui n'a presque rien pour assurer sa pitance quotidienne. Et donc, même dans le cas de la région anglophone, justement, même si le problème devient après culturel, ça part d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'être délaissé par un État central, alors par ce qu'ils appellent la partie francophone qui s'accapare en tout cas la quasi-totalité de la chose. Et aussi bien pour le CPP que pour le Manidem, par exemple, d'Anissé et Kane, je trouve un peu curieux qu'ils s'apesantissent sur l'élaboration des projets économiques hors campagne
Or, la campagne était justement l'occasion de présenter aux populations, voilà ce que nous avons à vous proposer, même si ce n'est pas nous, peut-être en coalition avec les autres, voilà ce que nous avons à proposer. Anissé Kane disait lors de sa conférence le 17 juillet que justement, on ne va pas se présenter aux élections, mais on va continuer d'édifier la population sur les enjeux économiques, les enjeux de la misère, les enjeux de la situation actuelle, aussi bien sur ce plan-là que sur le plan de la question anglophone. C'est une initiative géniale, on va dire, c'est même très bien, et le CPP a procédé de la même façon et évidemment, comme avec la question anglophone, ce qui a d'ailleurs entraîné la situation actuelle, ils ont été matés par notre État qui ont l'habitude d'utiliser le droit de la force plus que la force du droit. Ils ont, voilà, on a parlé d'Atanganji qui a déterminé, qui veut déterminer à la place d'un parti qui est une structure qui se veut indépendante, que c'est monsieur Tati Samuel Fond qui va maintenant être le porte-parole de la République. On se souvient justement qu'en mai de l'année dernière, lorsque Kawala demandait de ne pas aller au défilé du 20 mai, justement, pour la question anglophone notamment, lui il avait demandé aux membres, enfin à tous les membres d'y aller massivement et dont la proximité de l'État envers celui-là fait que c'est lui que Atanganji, qui est justement de la cellule du parti au pouvoir, le réclame. Donc oui, il y a cette répression-là, oui, mais ça n'occulte pas le fait que quand il y a un problème comme celui-là, il faut déjà parler aux Camerounais et maintenant parler aux Camerounais sur ce que eux ils veulent savoir. Le Camerounais lambda est comme un client qui vient demander, enfin c'est les besoins du client qu'il faut considérer et non dire aux clients ce que moi j'ai envie de dire, c'est ceci. C'est pour ça que la population n'écoute pas les partis d'opposition. Et justement, et la nouvelle expression, on a parlé, juste après le dépôt des différentes candidatures, y aura-t-il coalition de l'opposition ou c'est un positionnement individuel observé chez ces différents leaders politiques qui comptent challenger Paul Biya à ce scrutin présidentiel? Edmond Kambia. Effectivement, ça a été un des grands titres du quotidien La Nouvelle Expression la semaine qui s'est achevée. L'opposition entre coalition et positionnement. Vous voyez bien les termes, coalition et positionnement. Nulle part nous n'avons parlé de candidature unique. Parce qu'en réalité, il s'agit de parler de la coalition. En réalité, parce que, entendons-nous sur les termes, le débat est mal posé lorsque les gens insistent sur la notion de candidature unique. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Je suis acteur et témoin de l'histoire. J'ai vécu et couvert les élections présidentielles en 92 au Cameroun. Et il n'y avait pas eu de candidature unique. Il y a eu une candidature consensuelle. Le candidat Union pour le changement était le fruit d'une coalition, d'un consensus mené par un certain nombre de formations politiques. Cela n'a pas empêché d'autres candidats d'être présents dans cette élection présidentielle. Et de grands candidats étaient dans cette élection présidentielle. John Fundi n'était pas le seul candidat. Il y en avait d'autres. Il y avait Jean-Jacques Ekindi, même si c'est désisté par la suite, il était candidat. Il y avait beaucoup d'autres candidats en 1992. Il n'y a pas eu de candidature unique. Il y a eu une candidature issue d'un consensus. Le problème, en 2004, c'est que la coalition n'a pas réussi à déboucher sur un candidat unanimement accepté. Il y a eu une controverse sur la candidature d'Adamou Ndamdjoua en 2004. Il y a eu, on le voit dans les autres scrutins, le débat se pose sur candidature unique. C'est un débat mal posé. Pour bien le poser, il faut parler de la coalition. C'est pourquoi la nouvelle institution utilise le terme coalition. Maintenant, on se rend compte que dans ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire dans la fièvre électorale, la pré-campagne, il y a des candidats qui se positionnent et d'autres qui rêvent d'une coalition. Elle n'est pas achevée. Le fait de déposer la candidature n'exclut pas une coalition. N'exclut pas une coalition entre les candidats qui se sont engagés. Mais cela dépend des arrangements, des tractations, des négociations. Donc, il ne faut pas se leurrer. La candidature unique, c'est un faux débat. Une candidature issue d'un consensus de formation politique de l'opposition, oui, ça c'est une possibilité. Mais aujourd'hui, tel que le débat est lancé, je pense qu'aujourd'hui, les électeurs doivent observer attentivement la scène politique, regarder ce que leur proposent les différents candidats qui sont engagés dans cette élection, et scruter et voir comment vont se comporter les leaders, notamment les principaux partis qui sont engagés dans cette course. Alors que le Cameroun se dirige vers cette élection capitale, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est engagé à passer la main à une nouvelle génération de jeunes dirigeants d'ici 2020, lui qui a demandé à ses principaux partenaires politiques de l'accompagner dans ce chantier, des propos qui ont suscité une résonance particulière sur le continent africain
Franck, ici, comment avez-vous accueilli les termes et les propos utilisés par le président ivoirien lors de ce congrès de nouveaux partis politiques en Côte d'Ivoire, lui qui estime qu'il est temps pour une nouvelle génération de jeunes dirigeants ivoiriens de prendre la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest? Bon, c'est un propos d'abord de politicien. Je vais dire que pour moi, ce n'est pas peut-être l'enjeu principal, mais je vais répondre parce que les enjeux principaux, c'est qu'il n'y a pas de véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Le pays reste très fragile. Le consensus tacite qu'il y a entre les forces qui ont renversé M. Gbagbo, on n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et à ce titre, il ne faut pas, si vous voulez apprécier la dynamique politique en Côte d'Ivoire au seul propos ou au seul discours public officiel. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a quelques remous dans les débuts de mutinerie, on voit une réactivité, une réaction du pouvoir qu'on ne voit pas forcément lorsque les autres forces politiques marginalisées aujourd'hui posent des problèmes essentiels. Il y a, je le rappelle, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu la révision constitutionnelle, l'adoption d'un nouveau texte, et il y a beaucoup de questions fondamentales, questions foncières, etc., qui ont été éludées par le pouvoir en place. Donc c'est d'abord pour dire que situons le contexte. Ensuite, c'est un propos de politicien. Pourquoi? Parce qu'il a un accord avec son ami du PDCI et qu'il veut contourner. L'idée était que, voilà, je prends le pouvoir, j'exerce 2 mandats, ensuite je donne à ton poulain. Ouais. Donc, il se trouve que le RDR, dans cette coalition du RHDP au pouvoir, a la majorité des cadres, a la majorité des moyens. Donc, son projet de faire un parti unifié là est en fait une forme de phagocytose, d'absorption des autres forces. Et c'est ça que le président Bédié a compris. Et c'est ça qui explique un peu la défiance et la divergence qu'il y a entre les deux. Ouais. Surtout que, jusqu'ici, l'opinion, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être les autres vont m'édifier, qui dit qu'il ne prépare pas le terrain à Soro? Puisque Soro est un des éléments de l'hégémon actuel, c'est-à-dire que des forces qui assurent la stabilité actuelle de la Côte d'Ivoire, il y a M. Soro, qui n'est pas seulement président de l'Assemblée nationale, mais qui est d'abord un chef de guerre, qui a voilà, qui détient des armes, ce qui n'est pas normal dans un État, et qui peut déstabiliser n'importe quel président, peu importe l'élection qu'on met en place, en l'état actuel des choses. Donc je pense que la situation est complexe, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. Rien ne dit que ce propos d'estrade, ce propos politicien qui vise à contourner, à ne pas respecter un accord avec M. Bédié, augure de lendemain qui ne soit pas tumultueux pour la Côte d'Ivoire. Justement, Maître Fidèle Ndoumbissi, sur la situation en Côte d'Ivoire, un agenda politique caché derrière ces propos d'Alassane Dramane Ouattara concernant l'avenir politique dans ce pays, la nouvelle génération qui a des dents longues et qui, depuis, dans les couloirs du pouvoir ivoirien, guette bien sûr cette nouvelle épopée à venir en 2020. Oui, s'agissant de la déclaration de Ouattara, moi je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal. Je voudrais me limiter seulement à ce que je trouve comme avantage, c'est-à-dire le transfert du pouvoir à la nouvelle génération. C'est ça que je trouve bien, c'est ça que je préfère relever comme avantage, c'est-à-dire il a affirmé qu'il devait, de concert avec le président Bédié, voir dans quelle mesure transférer le pouvoir à la nouvelle génération. Et il a donné des illustrations des jeunes qui sont au pouvoir dans d'autres pays. C'est ça que je vois comme avantage. Hein. Qu'il y ait manœuvre pour contourner le deal ou bien l'accord, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il faut une nouvelle génération au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous demandons également dans notre pays. C'est un message qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. Un message qui est adressé à la jeunesse africaine, qui est adressé aux gérontocrates qui s'accrochent au pouvoir en Afrique. Non? Et c'est pour ça que nous-mêmes, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons anticipé, nous avons compris depuis. Parce que quand vous regardez le présidium du directoire du mouvement pour la renaissance, le premier vice-président, Mamadou Mota, qui est ingénieur agronome, il a 38 ans. C'est le premier vice-président. La deuxième vice-présidente, Madame Noah, qui à ce jour est persécutée dans sa contrée parce qu'elle a adhéré au mouvement pour la renaissance du Cameroun, elle n'a que 36 ans.
Et la troisième vice-présidente, Sadou, qui est à Garoua, c'est une jeune enseignante de 27 ans. Donc, et le professeur Maurice Kamto, qui est à cheval entre la jeunesse et la classe vieillissante, prépare la transition. Au mouvement pour la naissance du Cameroun, nous sommes en train de préparer la transition. Le professeur Maurice Kamto est là pour nous diriger vers cette nouvelle génération, parce qu'il faut relever, Cédric, que les jeunes dans notre pays, pendant longtemps, ne se sont pas intéressés à la politique. Il ne faut pas qu'un jeune sorte un matin, il dit qu'il veut gouverner le Cameroun, justement, alors qu'il ne s'est pas préparé. Le discours politique tenu par certains dirigeants africains et la réalité sur le terrain, Wilfried Ekanga, il y a souvent un fossé important entre les annonces faites par les présidents africains pour tenter de calmer les velléités et les tensions internes dans leur formation politique et les aspirations de la jeunesse africaine. Comment appréciez-vous cette sortie de Dramane Alassane Ouattara? Est-ce qu'elle peut faire tache d'huile sur le continent africain? Vous posez une question dont vous apportez la réponse, en quelque sorte. Je ne dirais même pas souvent, je dirais quasiment toujours dans les pays d'Afrique francophone. On peut s'amuser comme ça à faire un petit voyage. On va au Bénin quand Patrice Talon disait qu'il serait le président d'un seul mandat et qu'on voit que dans l'état actuel, plus l'échéance s'approche, plus le discours se relativise. On a en RDC, il y a 4 jours, le président Joseph Kabila s'est adressé au Parlement. Les élections, c'est le 23 décembre 2018. Il avait déjà dit, il y a 2 ans, qu'il ne se porterait pas candidat. Et ensuite, il y a eu les bouleversements qu'on a connus. Ça a été prolongé d'1 an pour 2017, pour encore être prolongé d'1 an maintenant pour la fin d'année 2018. Et alors que la semaine dernière, en tout cas à la fin de la semaine écoulée, on s'attendait à ce qu'il dise carte sur table parce que la Constitution ne le lui permet pas, qu'il ne se représenterait plus. Il a non seulement loué la politique qu'il a menée, la politique économique de la RDC et les résultats accomplis, il a loué la fiabilité des textes constitutionnels. Il a dit comme ça de manière abstraite que les textes seront respectés. Mais l'opposition, justement, est restée sur sa faim. Aussi bien les exilés Katumbi que Tshisekedi, ou ceux sur le terrain Tshisekedi et les autres, le PALU, Parti Lumumba Unifié, et tout le monde s'est dit: il a beaucoup parlé, il a bien parlé, ça a duré 1 heure, mais il n'a pas donné la réponse à ce que nous attendions. Et maintenant, sur le cas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut penser de ce que Alassane Ouattara a dit? Moi, je suis dans un scepticisme absolu face à sa parole, parce que les élections, c'est dans 2 ans, et on le sait, s'il suffisait de promettre pour faire, ça se saurait. Lorsque le président de la République, en 2004, a parlé des grandes ambitions pour le septennat à venir, tout le monde était certain de voir émerger un énorme projet infrastructurel et économique, etc. C'est au terme du septennat qu'on s'est rendu compte qu'il était consacré seulement à élaborer des ambitions et que les réalisations attendraient un septennat supplémentaire. Donc on est dans cette démagogie politique, dans cet art de manipuler le discours. J'appelle ça la drague politique, la drague électorale. Et comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, le succès du leader politique qui s'exprime ainsi dépend de la naïveté de ses populations. Alors l'appel est à la prudence en Côte d'Ivoire actuellement, parce que aussi bien le RDR que le PDCI de Conan Bédier, ça va un peu dans tous les sens. S'il y a ce fameux accord tacite évidemment qui a été élaboré au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHTP, il y a en même temps d'un coup Conan Bédier qui dit que voilà, son leader actuel, monsieur l'ancien Premier ministre Daniel Kablan Duncan, n'a pas assez de charisme pour assurer la continuité. Et après Ouattara, dont il estime que lui, il peut revenir. Et au sein de Ouattara, on n'est pas sûr si c'est M. Gon Coulibaly, le Premier ministre actuel, ou alors Guillaume Soro qui va remplacer. En fait, il y a cette guerre interne là déjà, en plus du fait qu'on n'est pas sûr que Ouattara ne se représenterait pas, parce que on connaît les antécédents d'Alassane Ouattara. Il n'en est pas à son premier forfait. On a eu la problématique du franc CFA où il avait été démontré à corps et à cri que la France avait la même mise sur la gestion monétaire, et où il a affirmé dans les télévisions occidentales que ce n'est pas le cas. On a vu le fameux contentieux avec Laurent Gbagbo qui n'est pas résolu, et lui qui considère que voilà, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de paix, dans une dynamique de continuité, etc. On a le volet jeunesse. Attention, ce n'est pas parce qu'un président est plus jeune que le président actuel que sa politique sera meilleure. Et il faut surtout faire attention des effets tendance. Oui, Sébastien Kurz en Autriche n'a que 31 ans, Justin Trudeau au Canada et Emmanuel Macron sont aussi dans la quarantaine, mais un pays comme l'Allemagne, qui est la première
première puissance économique a un mandat renouvelable éternellement. Donc la question n'est pas toujours sur la structure, mais sur le programme politique. Et maintenant, si les textes... Mais il faut observer cette difficulté de transition entre les différentes générations, celles qui ont pris le pouvoir depuis de nombreuses années et qui ont du mal à le transférer aux nouveaux jeunes leaders politiques, quel que soit l'âge. Comment expliquer quand dans les pays d'Afrique francophone, ce problème se pose avec acuité? Parce que l'appétit vient en mangeant. Et je reviens une troisième fois sur la problématique que j'ai énoncée au départ. C'est ça le distinguo entre les pays d'Afrique francophone et les pays d'Afrique dits anglophones. Dans les pays d'Afrique anglophone, on fonctionne comme les dragons d'Asie, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, etc. On parle économie, technologie, création de richesses. Les pays francophones ont un modèle économique qu'on peut qualifier sans exagérer d'hors sujet parce qu'ils structurent l'État de manière à ce que la fonction publique soit le premier employeur. Devant l'absence de création de richesse, tout le monde voit en la fonction publique justement l'accès à la prospérité économique. Et comme on y a accédé, on ne veut pas lâcher parce qu'il n'y a pas de volet à côté de création de richesse. Ou en fait dans les pays industrialisés d'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui finance même les politiciens du secteur public. Ayant élaboré une politique décalée comme ça de nos réalités et des énormes potentialités de richesse que nous avons, il est normal que dans les discours justement aussi bien du parti au pouvoir, quand je parlais de Bello Bouba qui devrait plus s'appesantir sur le projet du tourisme que sur l'invitation à réélire Paul Biya, aussi bien dans des partis rayants que des partis d'opposition, on parle plus de code électoral, de mauvaise structure, de mauvaise gouvernance que de parler au peuple. En fait, c'est un petit-là qui vient en mangeant dans ce modèle bureaucratique où la fonction publique est le premier pourvoyeur de richesse. On ne veut pas lâcher parce qu'on estime que si on lâche, on aura tout perdu. Merci Wilfried Ekanga, analyste politique. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Franck Essi, secrétaire général du CPP. Edmond Kamga, consultant sur droit de réponse. Maître Fidèle Djouissi, cadre politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Droit de réponse. Restez sur Equinox Télévision.